À partir de la diversification, du coup, le bébé, il a besoin donc de fer, ça vous l'avez dit. Est-ce qu'il a besoin d'autres nutriments particuliers? Il va falloir lui donner davantage d'énergie. Donc, il ne pourra pas forcément téter plus qu'il ne le fait actuellement. Il va avoir un besoin, comment dire, un besoin plus important en calories. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste se contenter de donner que des purées de fruits ou de légumes. Hein. Il va avoir besoin d'énergie, donc de la matière grasse. On partira sur des féculents aussi, hein, qui vont vraiment qui vont apporter comment dire, de l'énergie, hein, beaucoup de glucides. Et idéalement, c'est des produits qui vont être riches en fer, puisque le lait va commencer à ne plus suffire au niveau du fer. Même si la maman se supplémente, au niveau du passage dans le lait, ce ne sera pas un fer qui sera assimilé aussi bien par l'intestin du bébé. Donc, soit des produits carnés directement, donc viande, poisson, l'œuf, c'est un autre type de fer, ou alors du fer donc plutôt végétal ou non héminique, donc par des brocolis par exemple, qui est très riche en fer, ou des œufs qui le sont aussi. Les œufs, on peut donner le jaune et le blanc en même temps? Les- Oui, tout à fait. Les nouvelles recommandations entre 4 et 6 mois, l'œuf étant un allergène majeur, on doit l'introduire jaune et blanc ensemble. D'accord, ok, parce que tous les médecins ne sont pas au courant. Hélas. Et c'est pour ça, je trouvais que c'était très intéressant de faire une interview avec vous. Voilà, pour avoir vraiment quelqu'un de spécialisé sur la nutrition des enfants et des mamans allaitantes, plutôt que de demander à son généraliste, chose que j'ai fait et qui m'a recommandé de donner uniquement le blanc ou le jaune, je sais déjà plus, mais Mais je l'ai entendu hier encore en PMI voilà. lors d'une intervention auprès de mamans de jeunes enfants. Effectivement, il y a beaucoup, alors par exemple, tout ce qui va être fruits rouges, on n'attend plus un an avant de le donner. Le kiwi, c'est pareil. Enfin, il y a des allergènes majeurs qui doivent être introduits idéalement avant 6 mois. D'accord. Et on commence par quoi? On commence toujours par les légumes ou Alors ça, c'est parce qu'il y a le vieux mythe qui reste, hein, que si on commence par les fruits, l'enfant préférera les fruits, sachant que le lait maternel, bon, il est légèrement salé au niveau du colostrum, mais il se sucre très vite après. C'est un lait qui est très sucré. Donc l'appétence au sucre, elle existe même déjà in utero, il faut le savoir. Hein, le bébé réagit davantage quand la maman mange du sucre quand elle mange du salé. Donc, voilà, l'appétence, elle est déjà présente. On peut commencer. L'avantage d'un bébé, c'est qu'il a des papilles toutes neuves. Et la curiosité l'emportera malgré tout. Donc, si on propose euh, une, on commence par une purée de poire, par exemple, tout petit, et qu'ensuite on introduit les brocolis, oui, bien sûr, ça ne sera pas le même goût, ça ne sera pas pressé de la même façon, mais la curiosité l'emportera et il continuera quand même à goûter pour, voir un petit peu ce goût qui est là, qui est nouveau et qui change. Donc, je d'accord. sais que les pédiatres recommandent toujours de commencer par les légumes. Alors, on peut suivre cette vieille habitude de commencer d'abord par les premiers légumes, faire une semaine, 2 semaines de légumes et enchaîner sur 1 à 2 semaines on va enchaîner, continuer avec les fruits et au fur et à mesure, on augmente. Mais il faudra quand même pas trop tarder. Euh, Passer le premier mois, on va dire surtout si on voit que le bébé a tendance à moins téter, ça peut arriver, hein, d'enrichir en matière grasse, de rajouter les féculents. Alors pas forcément par la pomme de terre, on peut commencer aussi avec la patate douce, qui est beaucoup plus douce au niveau des fibres, beaucoup plus digeste aussi, beaucoup moins farineuse. Donc c'est parfois plus simple pour les bébés, surtout ceux qui ont eu des coliques ou voilà, qui ont des intestins assez fragiles. La patate douce sera beaucoup plus facile à digérer que la pomme de terre en elle-même. Donc voilà, plutôt D'accord. ici pour lier. Et au Et niveau des huiles, vous recommandez quoi? plutôt une huile qui restera riche en oméga 3. Parce que les oméga 6, on n'en manque pas. Donc l'huile d'olive, c'est bien, mais elle est assez riche en oméga 6. L'huile de colza, qui a un bon rapport qualité-prix, qui est très facile à rajouter, qui a un goût neutre. Euh,
attends, on peut rajouter l'huile de noix aussi. J'allais dire attention parce qu'il peut y avoir des allergies, mais comme c'est de l'huile, on n'a pas la protéine. Donc, on peut introduire l'huile de noix aussi. Après, les autres huiles, comme le lin ou la caméline que l'on retrouve, on peut avoir des goûts qui peuvent déranger les bébés. Encore une fois, ça reste au conditionnel, ça va dépendre des enfants. D'accord. Mais la colza est très digeste et elle est correcte. Après, il existe des marques qui mélangent plusieurs huiles. Donc, Isio 4 pour ne pas la nommer. Il y a Nutrisens aussi, je crois, ou oui, je crois que c'est Nutrisens. Je sais plus, c'est un nom d'huile comme ça, qui sont vraiment adaptés pour les tout petits. C'est une sélection d'huiles enrichies en DHA, par exemple, et en EPA, qui sont vraiment des très importants pour Mhm. pour l'enfant. Donc voilà. Ce sont des huiles, certaines sont à la fois végétales, à la fois prélevées sur le poisson aussi, il faut le savoir. D'accord. Quand elles sont riches en Euh, DHA et EPA, c'est principalement prélevé sur du poisson. Après, si on a une huile végétale uniquement, c'est très bien aussi puisque ça apporte donc, des acides gras précurseurs pour les oméga 3. alors, une autre inquiétude de maman, c'est Oui. après 12 mois, est-ce qu'on doit s'inquiéter si bébé ne mange pas ou très peu solide? En général, ils ont des passages, mais des fois, ça peut durer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par solide? On entend des morceaux par solide ou la purée? Euh, c'est-à-dire que bah, il continue de téter, mais il veut pas trop soit de purée ou soit de morceaux. Enfin, Alors, la diversification, quoi. je comprends. Pour maintenir la curiosité d'un bébé assez élevé, il est important de commencer à changer la texture des plats entre 8 et 10 mois. C'est-à-dire que le lycémix, ça va un temps, mais vers 8 mois, 10 mois, c'est bien de commencer l'écrasé fourchette, voire le moulinet. On essaye comment dire, de prévenir en avance la lassitude que pourra avoir le bébé de se faire nourrir avec une purée lisse. En plus, on risque moins d'avoir des troubles de l'oralité ou des enfants qui restent sur du lisse à 18 mois encore. Donc, tout doucement, sans forcément faire des mélanges de textures, hein, parce que on peut pas garder du lisse avec des petits morceaux, ça risque de perturber les enfants dans la bouche. D'avoir du lisse et d'un morceau, ça peut les dérouter. Il y en a certains qui même ont des hauts le cœur ou peuvent vomir. Donc, on part d'une purée lisse, on la fait un petit peu moins lisse, puis après on part directement sur l'écrasé fourchette, la moulinée. À 12 mois, les enfants devraient, pour la grande majorité d'entre eux en tout cas, consommer des aliments déjà en petits morceaux fondants, qu'ils mangent à la cuillère avec une fourchette ou directement avec les mains. Mm. Généralement, il y a moins de risques qu'ils refusent de manger. Après, Alors, on peut faire là, les inviter à table avec nous. La curiosité, encore une fois, les oui, poussera c'est oui. davantage à manger, surtout Ouais, si ce qu'ils ont dans l'assiette ressemble à ce que l'on a nous-mêmes dans l'assiette. ouais. Bah, après, ça arrive quand même qu'ils ne mangent pas. Voilà, Alors on oui, ne on sait a pas des phases, pourquoi. hein. C'est vrai qu'il y a des phases où il va y avoir une croissance et où on va voir notre enfant qui va vraiment manger beaucoup plus. Et puis, il va y avoir des phases, un peu comme nous aussi, où on va stagner, on va pas avoir spécialement faim et on mangera moins. C'est vrai que ça inquiète les mamans parce que dès qu'un enfant se nourrit moins, c'est très stressant. Donc, on peut leur faire confiance. Je dis pas qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim parce que, hélas, ça peut arriver, mais on leur fait quand même confiance. Ça peut être une poussée dentaire, ça peut être une petite un petit virus passager, ça peut être juste une lassitude de la texture. Dans ces cas-là, on peut effectivement proposer des morceaux, voir avec sa propre alimentation non salée. J'insiste bien sur le non salé. Si on ne peut pas lui donner une alimentation qui ressemble à la nôtre aussi. Voilà. Après, ça peut être une petite régression. Ça ne devrait pas durer plus de 2 semaines en général. Hein. Ah. D'accord. Vers 18 mois, 2 ans, ça arrive souvent qu'ils mangent que pâtes au ketchup. Est-ce Alors, qu'il y a quelque chose qu'on peut oui, faire? alors, encore une fois, alors, déjà le ketchup, théoriquement, on devrait éviter de l'introduire déjà à cet âge-là.
Donc l'important, c'est aussi de revoir nos propres assiettes à nous, puisque nous, Bien sûr. parents, c'est un peu, on est les exemples, hein, nous sommes les exemples, pardon, de ce qui se passe à table. Donc, faire manger des légumes à un enfant, oui, c'est très bien, à condition que nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous les mangions, ces légumes. Il est très difficile de ne pas manger des haricots verts à un enfant si nous, on les boude. Très important aussi, lorsque l'on est à table, c'est quand même important de manger avec eux. Un enfant qui mangera de façon isolée, surtout si c'est un aîné de famille ou alors un enfant unique, c'est dommage de le voir manger seul parce qu'il n'acquiert pas certaines choses comme il peut perdre confiance aussi en ses parents, en ce qu'on lui sert à manger. Si un enfant reste seul à table, il va aussi se poser la question pourquoi je suis seul, pourquoi je vois jamais mes parents manger, pourquoi ils mangent sans moi, est-ce que ce qu'ils me donnent à manger, je sais pas, c'est bon ou ceux qui promettent mange ton assiette, tu auras un dessert, ça veut dire que bon, il y a quand même une récompense derrière, ça veut dire que peut-être que ce que je mange, si on me promet un dessert, c'est que finalement c'est pas génial. Donc Mm. il y a plein de petites questions qui peuvent se mettre en place dans la tête des enfants. Donc, pour vraiment limiter au maximum la néophobie, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, il y a l'opposition où l'enfant dira non. Si la maman arrive à lâcher prise, à se dire bon, c'est visé contre moi, tant pis, c'est ça et c'est rien. Comment dire Oui, il y a plusieurs choses à mettre en place aussi. C'est important de l'aborder. Par exemple, toujours dans l'assiette, mettre des petites quantités. L'estomac d'un enfant n'est pas le même que l'estomac d'un adulte. Ce qu'on pense des fois, on dit il a rien mangé. Parfois, pour lui, c'est déjà beaucoup. Il n'a pas du tout la même taille d'estomac. Pensez toujours au conte Boucle d'or et les trois ours où il y a trois tailles de bol sur la table. Ça reste pareil avec nos enfants. Nos enfants ont des petits estomacs, donc ils peuvent manger dans des petites assiettes, des petites quantités qui pour nous semblent ridicules, mais pour eux remplissent suffisamment la place dans l'estomac. Leur présenter toujours un aliment copain à côté. Donc, on peut rester sur les pâtes, le riz, les pommes de terre. Dans cette assiette, il y a toujours une nécessité de mettre aussi un légume, un aliment nouveau ou un légume qui n'est pas forcément apprécié, mais c'est important qu'il soit toujours présent dans l'assiette parce qu'il va s'habituer à le voir. Il pourra peut-être le manipuler, le sentir, et un jour, il acceptera de goûter. Voilà. Mais Pas sur juste à table dans le plat, mais aussi dans l'assiette alors. Oui, voilà, oui, c'est bien d'amener les plats à table, mais de proposer qu'est-ce que tu veux manger, mais toujours faire un effort. Pas pour faire plaisir à maman, c'est important de pas dire allez fais-moi plaisir, mange. Non, non, non. Et vous, quand les parents sont à table, c'est important. Parfois, même on peut faire un peu sous forme de théâtre, hein, surjouer, insister sur le fait que ce que vous êtes en train de manger, c'est bon, vous aimez ça, voilà. Puis après, surtout dire, j'ai plus faim, je m'arrête de manger. Voilà, mais c'est vraiment important, c'est du mimétisme. Hein. À cet âge-là, si vous ne mangez pas, il ne mangera pas. Il ou elle d'ailleurs. Hein. Donc c'est Oui. vraiment important de montrer l'exemple en tant que parent de ce qui est important. Comment faire, comment se comporter à table. Voilà. Et enfin, donc, pour limiter les risques de néophobie, c'est inviter notre enfant à table le plus souvent avec nous et partager les repas le plus tôt possible. J'aurais tendance à dire dès 1 an, on peut proposer le même repas que le nôtre à condition d'enlever donc le sel et tout ça. On peut, hein, on fait des lasagnes, on sale pas les lasagnes, on les sale très peu. On peut mettre plein d'épices. Hein. On les coupe en petits morceaux et avec une fourchette ou avec les doigts, les enfants sont tout à fait capables de les manger. Oui, Voilà. justement. Ma fille aînée, à 1 an, elle mangeait très bien et à partir de 18 mois, ça a complètement changé. Et j'ai vu que d'autres mamans s'inquiétaient également. Donc, c'est pour ça toutes ces questions. J'en vois beaucoup des mamans, effectivement. Au secours, mon enfant ne mange pas. On a, voilà, on discute, on voit, on met en place des stratégies, on observe. Et celles que je viens de vous donner sont celles qui, en général, fonctionnent le plus. Alors, ça marche pas en claquement de doigts, hein, c'est pas au bout de 2 ou 3 jours. C'est la patience qui est là, votre meilleur allié pour que ça dure dans le temps. Une nouvelle habitude, ça met bien 6 à 8 semaines à se mettre en place. Donc, c'est D'accord. beaucoup de patience. Continuez. Ok. On ne s'énerve pas. On ne fait pas de remarques si l'enfant n'a pas mangé les légumes et qu'il a englouti les pâtes. Par contre,
Bon, c'est important qu'il mange, mais il n'y a pas de second plat. Parce que Oui, si non. vous mettez en place le plat joker, c'est clair et net que votre enfant va vite comprendre que s'il mange pas sa ratatouille, il aura quoi qu'il arrive des pâtes. Non, alors dans ces cas-là, vous faites un peu de riz, par exemple, avec votre ratatouille, vous mélangez un petit peu, ou alors vous laissez un côté avec une cuillère à soupe de riz blanc, et Mm. devant lui, bah, vous mangez avec plaisir. Voilà. Après, il y a une phase d'opposition, hein, donc ne pas hésiter à dire, bah voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y a à manger, il n'y a rien d'autre, un seul dessert, pas de dessert, et n'ayez pas peur, votre fille, si elle est en bonne santé de toute façon, il arrivera un moment donné où ben, elle mangera pas plus de goûter, pas plus de petit déjeuner. Donc, dès qu'il s'agit du sucré, c'est pas nécessaire d'en mettre davantage. Sinon, on reste dans un cercle vicieux par peur que notre enfant ne mange pas suffisamment Mm. et on l'encourage dans ce système. Donc, sauf si vraiment on voyait la courbe qui décroît d'un seul coup, ce qui est très rare sauf pathologie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il va bouder pendant une semaine, peut-être jusqu'à 2 semaines, où il va vraiment chipoter. Et puis, ben, à un moment donné, il va lâcher, puis il acceptera de goûter. Et parfois, il se rendra compte que finalement, non, il n'aime pas, mais il faudra encore quelques tests, quelques présentations. Ou alors, finalement, bah, si, c'était pas la mort. Hein, c'était plutôt bon. Et puis voilà, et puis c'est gagné. Mais on ne lâche pas. D'accord. Une question d'une maman. Elle voulait alors peut-être que ce sera un fichier si vous préférez répondre à part, un descriptif des apports journaliers nécessaires pour un enfant en fonction de l'âge. Par exemple, alors pour le lait, on a déjà répondu, mais par rapport à la quantité de viande, légumes, féculents. Alors, personnellement, j'aime pas donner des grammages. Pourquoi? Ok. Parce que D'accord. on tombe très vite dans la psychose. Alors, c'est pas, Ouais. on est déjà suffisamment dans la psychose en ce moment avec autre chose. Euh, oui, je peux comprendre. Un fil conducteur, c'est important, mais comment dire, si on est trop fixé sur les comment dire sur les quantités, c'est un petit peu gênant parce qu'on n'écoute plus l'appétit, on n'écoute plus la satiété de son enfant, mais on écoute le grammage qu'aura donné la personne, la tierce personne. Voilà. Et ça va aussi dépendre de l'activité physique. Si jamais vous avez fait une grande balade, je sais pas, en forêt, en bord de mer, avec votre enfant, il est fort probable qu'en rentrant le soir, il ait grand appétit. Par contre, si c'est une journée pluvieuse et où on est enfermé à la maison à faire des jeux, peinture, puzzle ou autre, l'appétit sera moindre. Et il Mm. peut y avoir davantage d'inquiétude si on donne des grammages finalement que si on n'en donne pas. Alors, concernant les protéines, je peut donner cette image de 10 grammes par tranche d'âge. Par exemple, sur un an, on peut être sur 10 grammes, sur 2 ans, on peut être sur 20 grammes, sur 3 ans, 30 grammes, etc. Ce qui fait qu'un enfant qui mange un steak haché taille adulte à 3 ans, c'est un peu trop. Ah oui, beaucoup trop. Voilà, je préfère le prévenir parce que je le vois quand même, le steak haché, voire même moins de 3 ans, parce que ce sont chez les assistantes maternelles. Donc non, euh, deux knackis à 3 ans, c'est beaucoup trop. Oui, oui, Bon, oui. déjà, je ne recommande pas forcément la knacky, mais 2 à 3 ans, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc, attention au grammage de protéines. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'en mettre en grande quantité. Après, concernant les féculents et légumes, dans une assiette de petit enfant, j'aurais tendance à dire qu'on peut faire moitié-moitié. Par D'accord. exemple, 2 cuillères à soupe de féculents, pommes de terre, pâtes, riz, et à peu près 2 cuillères à soupe de légumes. Ça peut paraître peu, mais on adapte vraiment en fonction de l'appétit de l'enfant. Après, ça dépend. Voilà. Voilà, être S'il très réclame après. attentif Mm. aussi aux signes de satiété. Un enfant qui tourne la tête, qui ferme la bouche, qui fait non, qui fait l'essuie-glace aussi avec les morceaux sur sa table ou la tablette, qui commence à pleurer, qui s'énerve, qui renverse l'assiette. Là, on est clairement dans un enfant qui n'a plus faim. Donc, on n'insiste pas, même s'il a purée, il en a mangé 3, 4 cuillères. Vous savez, c'est un peu comme nous aussi. Il y a des fois, on va avoir faim, puis il y a des fois, on va pouvoir zapper un repas sans pour autant que ça soit dérangeant. L'enfant, c'est exactement pareil. Il peut ne pas avoir faim à midi lorsque vous avez décidé qu'il est l'heure de passer à table. Mm. Oui. Puis au final, s'il mange une cuillère à soupe, c'est déjà une certaine quantité par rapport à Exactement, sa dose à voilà, lui. Mm. tout à fait.
qu'est-ce que c'est rien finalement? Rien pour moi, c'est zéro, c'est miette. Et il n'a pas du tout Non, touché à l'assiette. rien pour une maman, c'est il a mangé 2 morceaux de pommes de terre et ou de légumes, je ne sais pas. Tout à fait. Ouais. Ça peut être très bien. Et le soir, il va dévorer comme un ogre ou le surlendemain, où on va s'apercevoir qu'il a une dent qui pousse et ah bah oui, je comprends mieux, ou le nez est un petit peu pris. C'est comme pour nous, l'appétit diminue. Donc, on leur fait confiance à nos pitchouns. Ils savent, ils savent. Nous, on est là pour donner le quoi, donc le bon. Et eux, ils savent nous dire la quantité. D'accord. J'avais noté une autre question, c'était quelles conséquences si un enfant de 2 ans mange beaucoup plus de viande que les quantités recommandées par jour? Alors, je suppose que c'est pas juste sur un seul repas, parce que là, par rapport à ce que vous avez dit avant, ça, a Oui, priori, c'est une c'est pas gênant, ça explication. dépend de son activité, mais peut-être que c'est une maman qui a un enfant qui mange que de la viande et pas de légumes. Alors, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas réellement d'études qui ont été faites. On comprend que pour une question d'éthique, on ne peut pas s'amuser à prendre des enfants et leur faire consommer une quantité astronomique Effectivement, de on peut pas faire viande de tests. juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Par contre, effectivement, les viandes peuvent être un peu trop riches en sel et sels minéraux, donc ce qui pourrait créer des dommages, et je reste vraiment dans l'hypothèse, hein, créer des dommages sur les reins. Euh, Comme nous ne savons pas au niveau des reins dès la naissance si on est bien loti ou pas loti, il n'y a guère qu'avec une dissection que l'on sait si le rein est bien ou pas. Donc vous comprenez qu'on ne va pas disséquer les reins de nos enfants pour savoir si on peut leur donner beaucoup de viande. Donc il y a un principe de précaution que l'on prend qui est de donner un certain grammage. Ce grammage, c'est une moyenne. Il n'est pas ni dans la norme haute ni dans la norme basse, il est vraiment D'accord. moyen. Donc, on peut donner moins. Attention toutefois au fer. On peut donner un petit peu plus. Il n'y a vraiment aujourd'hui pas d'études qui a prouvé qu'il y avait vraiment une réelle nocivité à dépasser les besoins nutritionnels moyens quotidiens. Voilà. Après, par principe, vraiment j'insiste sur le principe de précaution pour protéger les reins. Il vaut mieux rester sur ce chiffre, hein, à peu près, hein, encore une fois, hein, on n'est pas à quelques grammes près, quotidiennement, et ne pas aller trop souvent au-delà. Voilà. C'est vraiment un principe de précaution. Après, concernant les risques pour l'obésité, puisque je sais que souvent c'est aussi un sujet que l'on aborde, protéines et obésité, encore une fois, il y a des études, mais bon, voilà, on ne peut pas faire d'études randomisées sur les enfants, donc ça reste des constatations. Et puis, bon, bah, l'obésité, un enfant sera en surpoids ou en obésité si déjà il évolue dans un milieu pouvant créer un surpoids ou une obésité, donc une alimentation riche très riche en sucre ou voilà, un enfant qui ne bouge pas beaucoup, une famille qui elle-même est en surpoids. Voilà, donc c'est tout un système et c'est un peu au cas par cas aussi. Hein, Maman me demandait aussi à quel âge on peut donner du lait de vache à un bébé en remplacement des laits infantiles ou si on veut justement pas en donner. Alors, première question, remplacer le lait infantile par le lait de vache pas avant, pas avant 1 an quand même, et idéalement un lait entier, plus riche en matière grasse. Encore une fois, le gras est indispensable pour le bébé. Hein. Après, à savoir quand même que le lait de vache n'est pas adapté à nos bébés. D'ailleurs, il n'est pas forcément adapté à nous non plus. Pas nous non plus, oui. Riche en protéines, pas assez riche en fer. Donc, c'est vrai que c'est pas un lait qui est adapté. Il vaut mieux rester quand même malgré tout sur du lait infantile. Alors, bah, du deuxième âge, et voilà, jusqu'à 1 an et demi. Après, si elle ne veut pas donner de lait de vache ou de lait d'origine animale, on peut passer vers l'âge de 2 ans, pas trop avant quand même, hein, à une boisson végétale enrichie en calcium. Donc encore une fois, on pourrait être sur de l'amande, de l'avoine, un petit peu de soja, du riz, mais enrichi en calcium, très important. D'accord. Ok.